et à tous. J'ai le très grand plaisir de pouvoir vous accueillir et vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire, qui est le premier webinaire EDI organisé par le comité EDIA du CRIR. Je suis Virginia Cornéa, la coordonnatrice de ce comité. Ce webinaire sera enregistré et sera disponible sur notre site web du CRIR, où vous pouvez me contacter pour pouvoir vous le transmettre. Avant de commencer, je voudrais souligner que nous sommes situés sur un territoire autochtone non cédé et nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka ainsi que les autres nations qui ont des liens avec cette terre. Plus tarder, je vais passer la parole à Madame Kate Russo-Harrison, qui est la coordonnatrice du comité éthique de la recherche en réadaptation et en déficience physique du CIUS du centre-sud de l'île de Montréal, et qui a gentiment accepté d'animer ce webinaire. Kate, c'est à vous. Merci. Merci Virginia. Merci pour l'invitation à animer ce webinaire. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Pour introduire le sujet, j'avais pensé citer l'énoncé de politique des 3 conseils, donc le PTC, qui est une politique commune en matière d'éthique de la recherche au Canada. Pour qu'il y ait consentement éclairé, les participants éventuels doivent comprendre l'information que les chercheurs leur transmettent. Les chercheurs et les CER devraient réfléchir à la meilleure façon de communiquer cette information afin d'en faciliter la compréhension. Le formulaire de consentement, c'est certainement un des moyens les plus fréquemment utilisés à cette fin. Donc, le webinaire d'aujourd'hui réunit 3 chercheuses spécialisées dans l'accessibilité et l'inclusion de divers groupes de personnes. Je pense qu'au terme de leur présentation, c'est sûr qu'on va avoir ajouté plusieurs trucs dans notre boîte à outils pour atteindre le but recherché, qui est le consentement éclairé des participants à la recherche. Au niveau du fonctionnement pour aujourd'hui, la façon dont on va fonctionner, donc, c'est d'écouter les 3 conférencières qui vont prendre la parole pour une quinzaine de minutes chacune. Ensuite, on a prévu une période de questions. Donc, je vais vous demander de garder les interventions pour à la fin des 3 présentations. La fin du webinaire est prévue pour 13 heures, mais si les discussions s'enflamment, sachez que nous sommes disponibles pour rester quelques minutes supplémentaires avec vous. Ça va nous faire plaisir. Sans plus tarder, je vais donner la parole à la professeure Natalina Martiniello, qui va aborder la question des formulaires de consentement accessibles pour les personnes aveugles, sourdes aveugles ou avec basse vision. À vous, Natalina. Parfait, merci. Virginia, vous commencez les diapos pour moi? Oui, est-ce que tout le monde peut voir les diapositives, le share screen? Ça fonctionne? Ah, parfait. C'est sur le titre? Oui. Excellent, parfait. Hello everyone. So I am Natalina Martiniello, as mentioned. I'm an assistant professor at the School of Optometry, University of Montreal, and affiliated also with the CRIR INLB and MAB sites. And I specialize in vision impairment rehabilitation. I also bring the perspective of someone who is blind to this discussion. I'll be presenting in English with French slides, but I'm happy to answer questions in either language. So today I will be providing an overview on how you can better ensure that your consent forms are accessible to people with visual impairments, including those who may have deafblindness. And many of the strategies I'll highlight could be applied to other forms of research communication or even communication with your clients who have visual impairments. Often there is a lot of intimidation around accessibility. There's a misconception that you need to be very tech savvy to know how to make a document accessible to someone who is blind. So I hope to highlight in the next few minutes that there are a lot of simple strategies you can use that can make a big difference. Next slide. So first, people with visual impairments range from those who have no vision to those who have low vision. In fact, most people with visual impairments have remaining functional vision. A growing number are older adults with age-related vision loss who may also have a hearing impairment. Some participants that you will meet will use a white cane or a guide dog, while others may not have
any mobility tool at all. So this means that it is not always possible to identify if someone has a visual impairment. Often, visual impairment is invisible. These participants may access your consent form in print with magnification, in Braille, which is a tactile reading and writing system, or using screen reading software, which will read the information aloud through an auditory format. Next slide. All right, so here, what I have on this slide is a picture of a public space. So if a public facility only has stairs and no ramp and no elevators, it's obviously not accessible for someone in a wheelchair, for example. So I like to use this analogy because accessibility literally means that the person is able to physically access and interact within an environment. Access to virtual environments, such as consent form documents or a consent form available on a website, can be understood in the same way. If there are only visual images rather than text in your consent form, someone with little or no vision will be unable to access that information. CAPTCHA is a really good example to illustrate this. So CAPTCHA, as you can see on the screen, is that thing you need to complete when you want to register for a service or access certain parts of a website, where you need to decipher a series of numbers and letters. So this is a problem because it's a visual image, so it will not be accessible to someone with a visual impairment. And this is particularly a problem if you need to complete a CAPTCHA, for example, before you can access a consent form online. Usability, on the other hand, refers to the ease of being able to interact within an environment. So a consent form may be accessible in that you've thought about these visual aspects like images, but it may still not be usable if it's difficult to navigate or locate specific information in that document. So if we take the example of a long consent form, it may take a long time for a participant with a visual impairment to locate specific information or different sections if you haven't clearly identified those different sections with landmarks such as headings, for example. So in this way, making your consent form user-friendly is accessible to people with visual impairments, but it's also helpful for everyone, including those reading your consent form in a second language or people who may be less comfortable with technology. Next slide. So the consent form process involves two aspects: reading and understanding consent and providing consent. To read consent, it is helpful to proactively ask if a participant prefers that document in an alternative format, such as electronically, so that they could use their own computer software to read it. In Braille, if you are partnering with a career site that could provide that, or read aloud by a member of your team. To provide consent, a participant will traditionally provide written signature. Not all people who are blind will feel comfortable or know how to do this. So an alternative can include in your protocol the option of providing recorded verbal consent. So in this case, a participant can choose to verbalize their consent, which you would record and store securely. Next slide. So tip 1 is to ensure that you're not communicating important information in your consent form only through visual features, such as through color, underlining, italicizing, or bolding text.
a screen reader will not alert an individual to these visual features, so they will remain unnoticed. An alternative to using these visual features, if you would like to get someone's attention to something in the document, is to use written symbols such as stars before those important words. So here on the slide, I provide an example sentence in French, which states that participants need to be at least 18 years of age to participate. And I placed a series of stars before those words, which a screen reader would read aloud. Next slide. So tip 2, use simple font with good contrast. So you want to use simple font like Arial or Verdana. These are typically the best and easier to read, rather than Times New Roman or more decorative fonts such as scripts. You should use at least 12-point font because smaller fonts are more difficult to read. If you're using a hard copy consent form on paper, standard large print is 18-point font, though of course this may depend on the participant's needs. Likewise, ensure that you have good contrast in your document, either black on white or white on black. If your consent form is in a Word file, Microsoft Word, rather than a protected PDF, the user can modify the document to meet their specific needs, the font type and the size that they prefer. So this is ideal, rather than using a protected PDF, which can present many different accessibility problems. And I'd also like to highlight that Google Docs could be quite difficult to use for accessibility reasons as well. So Word is certainly the easiest to use. Next slide. All right. Tip 3, ensure that you've set the correct document language. So what do I mean here? Whenever you write in a document like Microsoft Word, the program identifies in the background what language you're using. So for most users, this is important because it allows Microsoft Word to accurately locate any spelling errors in your document. But it is also important for accessibility reasons. If a document is not marked in the correct language, screen reading software will use the wrong language or accent to read it aloud. For example, a French text will be read with an English accent, and an English text will be read with a French accent. Ensuring that your text is properly marked in the correct language code will ensure that screen reading software will use the correct accent. This comes up often in consent forms, particularly in Quebec, where we use both languages. So for example, you may have instructions in both English and French, or perhaps a majority of the text is in English, but your logos and affiliation names are in French. Next slide. So to set the correct language, you should select the text for which you'd like to set the correct language. And on the status bar at the bottom of the screen, to the right of the word count, you will see the currently selected language, for example, English Canada or French Canada. Left click on that text and select in the language dialog box that appears your correct language. You will have access to these slides afterwards as well so that you could give this a try. Next slide. Tip 4, use properly marked headings in your consent form documents to help organize your text. So often, you might use headings or titles to indicate where different sections appear in your consent form. For example, in a consent form, you might have heading titles
for each section, such as nature of participation, eligibility, rights and responsibilities. Someone sighted can easily skim through the document to quickly find where each new section begins. Now, by headings, I don't simply mean centering your text, underlining it, and calling it a heading. A good heading requires you to use special commands in Microsoft Word to tell the document that that portion of text is a heading. When you properly tag a portion of text as a heading, a screen reader user can use commands on their keyboard to quickly navigate between each heading, between each section. This is similar to being able to skim a document visually. When you don't use properly marked headings in a long document like a consent form, there is no way to know where each section begins, and the only way to read the document is from the start to end, line by line. Next slide. So to turn a line of text into a heading, select the text that should be turned into a heading, and this will only be a few words because it's a title. On the ribbon bar that usually appears at the top of the screen, select the home group, and in the styles section that is usually on the right half side of your screen, you can select the heading you would like for that text. So heading level 1, 2, or 3. So once you've done this, it's properly marked, and a screen reader will know that there are headings in your document and can easily navigate between different sections of your consent form. Next slide. Tip 5, create accessible images. So graphics such as logos in your consent form are not accessible to participants with visual impairments, particularly those who use screen readers. A screen reader will simply say image when one is encountered in a document. To address this, you can attach what is called alternative text or alt text. This is a written description attached to your image. When this is done, a screen reader will read the description you have written when the image is encountered in your document. For example, career logo. Next slide. To create accessible images in your Microsoft Word document for a consent form, simply right-click on the image. One of the options that will appear is Edit Alt Text, and there you have a text field where you can write the written description. This written description should be short, only a few words or a line, for example, career logo. And then the individual will read that description when they encounter your image. Next slide. Tip 6. Consider purchasing a signature guide. So as shown here on the slide, this is a very simple tool that can be placed on a hard copy paper if you have a hard copy version of your consent form. It is a rectangular shape about the size of a credit card and includes an opening in the center. To use a signature guide, you can place the guide on the page so that it is aligned with the area where the signature should be written. The bottom part of that open window should align with the signature line. Hold the signature guide in place while the participant writes their signature using the opening as their space. The tactile feedback will help ensure that they're writing the signature in a straight line and in the correct area. Many people with visual impairments will already be familiar with the signature guide, but those who are not may still find it helpful. You can purchase these signature guides, which are just a few dollars, from most specialized vendors.
And typically you will also find them, for example, in the INLB or MAB boutiques as well. Next slide. So in this presentation, I've shared just a few simple accessibility strategies that you can use to increase accessibility of your consent forms for people with visual impairments or dual sensory impairments. I'm happy to answer questions later on in the webinar, and please also feel free to contact me afterwards if you have any questions. And with that, I will turn it over to the next speaker. Thank you. Merci beaucoup, Natalina, pour cette présentation éclairante et en effet remplie de trucs concrets et simples. Nous allons maintenant écouter Madame Julie Ruel qui va nous aider à démystifier, entre autres, le concept de littératie et son importance pour l'accessibilité des formulaires de consentement. À vous, Madame Ruel. Je parlais tout seul, ça donne pas grand-chose, hein? Alors, je suis contente d'être ici et merci, Kate, d'avoir justement dit un peu l'angle que je voulais aborder. Quand on m'avait contacté pour que je parle au niveau des consentements, je disais, oui, mais récemment, j'ai moins fait de recherche. J'en fais, mais je ne suis pas la chercheuse principale, mais je travaille beaucoup au niveau de tout le concept de littératie et d'accessibilité, l'accès à l'information. Et il y a beaucoup de choses aussi que Natalina a dit que je vais sauter un peu plus, mais il y a des choses qu'on se recoupe, donc c'est intéressant, ça veut dire qu'on dit les mêmes choses. Alors, si j'y vais, OK, juste un peu qui je suis là. Ça fait depuis 2006 à peu près que je suis initiée au concept de littératie et d'accès à l'information. Et mon entrée, c'était que je travaillais avec des personnes qui avaient une déficience intellectuelle. Et mon directeur général avait dit, ça n'a pas de bon sens, les informations, ils ne les comprennent pas, c'est trop complexe, etc. Il n'a pas dit ça comme ça, là. Mais moi, c'est comme ça que je l'avais saisi. Et à partir de ce temps-là, j'ai été intéressée au concept d'accès à l'information pour tous. Et ici, c'est des petits logos, là, des choses auxquelles je participe, dont récemment, ben, depuis 2020 à peu près, je fais partie du comité national, entendez, là, canadien ici, pour rédiger les premières normes canadiennes en langage clair. Donc, c'est juste pour vous dire que ça s'en vient. Alors, pourquoi des formulaires de consentement accessibles? Je vais dépasser ou aller un peu au-dessus des personnes en situation de handicap uniquement. Parce que quand on parle d'accessibilité, comme vous le savez, les sous-titres peuvent être utilisés par tout le monde quand on en a besoin, pour ceux qui sont capables d'y avoir accès. Les rampes d'accès, tout le monde en profite. Alors, pourquoi les formulaires de consentement, ce ne serait pas la même chose? Et pourquoi ce serait important que tous nos formulaires de consentement soient accessibles? Oui, pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour toutes les autres personnes qu'on sollicite dans nos projets de recherche. Alors, pourquoi il faut le faire? C'est parce que beaucoup de personnes qui ont des compétences qu'on appelle réduites en littératie. Et juste pour aller rapidement, tout à l'heure, quand on a eu la définition de c'est quoi un consentement libre et éclairé, c'est la capacité que les gens ont de comprendre le feuillet d'information ou le feuillet de consentement. Et c'est justement la définition de la littératie, c'est la capacité de comprendre, d'évaluer, d'utiliser et de s'approprier des textes écrits pour participer à la société, si ce serait pour signer, avoir un consentement libre et éclairé, réaliser ses objectifs et tout ça. Vous voyez, ce n'est pas écrit capacité de lire, hein? C'est capacité de comprendre. Alors, le mot-clé, et c'est la même chose qu'on demande dans les consentements. Pourquoi je vous présente ça? C'est parce qu'il y a des enquêtes internationales. Vous les avez probablement déjà entendues. Les prochains résultats vont paraître en décembre. On est juste un mois trop tôt pour avoir les dernières statistiques, mais les statistiques avaient été recueillies dans plusieurs pays autour du monde par l'OCDE, l'Organisation de coopération et développement économique. Ça avait été auprès de personnes de 16 à 65 ans. Il dit que la littératie est une compétence essentielle
à la participation sociale et qu'il fallait au moins avoir un niveau 3, qui est un niveau souhaité. Vous voyez ici, ce qu'on voit, c'est les pays, différents pays du monde, et on voit que le Canada se situe à la moyenne des pays de l'OCDE. Ça veut dire que 49% des personnes de 16 à 65 ans qui n'atteignaient pas un niveau 3, qui est supposément le niveau requis pour bien comprendre et participer à notre monde moderne, un monde d'information et de savoir. Si on regarde au Québec, c'est 53% de la population de 16 à 65 ans qui n'atteint pas un niveau 3. Donc, quand on parle d'avoir un formulaire de consentement accessible, bien là, déjà, vous voyez qu'il y a 53% de la population qui, de toute façon, aurait de la difficulté à comprendre souvent nos formulaires avec du jargon de consentement, de nos jargons de recherche, je pourrais dire. Puis je ne veux pas dénigrer aucun chercheur ici, là. Je suis là-dedans, mea culpa, je le fais la même chose aussi, même si je fais des efforts d'améliorer. Les groupes les plus vulnérables, donc, on peut dire qu'il y a 50% de la population. Ceux qui ont un faible niveau de littératie, d'éducation, c'est sûr, de scolarité, ont plus de risques d'avoir un faible niveau. Les personnes en situation de handicap, je vais vous montrer des chiffres un peu plus tard. Personnes issues de l'immigration, même si ont un haut niveau de littératie dans leur culture, dans leur pays, un haut niveau de scolarité, arriver dans une nouvelle culture, une nouvelle langue souvent et tout ça, ça peut nuire à la capacité de compréhension. Et les personnes vieillissantes, là, on vieillit à tous les jours. Aujourd'hui, c'est ma fête, alors je suis plus vieille aujourd'hui qu'hier. Et les résultats en littératie diminuent drastiquement à partir de 46 ans. Je ne veux pas vous faire des peurs, j'espère que vous êtes plus jeune que ça, mais quand même. Ici, on voit les niveaux de littératie selon l'âge, selon le résultat au niveau de l'OCDE. Vous voyez, 16-24 ans, ils ont le niveau 3 de littératie, juste. La meilleure gang, c'est 25 à 34 ans. Ça diminue à 35-44 ans. Et dès 45-54 ans, une grande proportion n'atteint pas un niveau 3. Alors, vous voyez la moyenne et regardez 55 et 65 ans, encore plus bas au niveau du résultat. Et pour les personnes de 65 ans et plus, ce serait 80% de la population qui n'atteindrait pas un niveau 3. Je redis la même chose. Quand vous pensez en termes de documents accessibles, informations accessibles, ça veut dire que c'est beaucoup plus que la majorité de la population qui a déjà des enjeux au niveau de la compréhension. Si je regarde des résultats au niveau des personnes en situation de handicap, à partir de l'enquête de 2003, ils font aux 10 ans. J'en ai pas trouvé par rapport à l'enquête en 2012, mais celle de 2003, c'était 60% des personnes avec handicap qui n'atteignaient pas un niveau 3 à ce moment-là. Alors, c'est quoi, nous, comme responsabilité? Hein? On pourrait toujours dire, oui, mais on va rehausser les compétences individuelles. Et ça, j'ai rien contre. L'école fait ça, l'éducation tout au long de la vie, ce qu'on appelait avant l'éducation des adultes et tout ça, comme un mandat de rehausser les compétences individuelles. Mais rappelez-vous, c'est 80% des aînés, c'est 53% de la population générale. Ça veut dire que même si on voulait tout rehausser la compétence de tout le monde, on n'y arrivera pas. Il y a aussi une responsabilité qui est pour les intervenants, qui est pour les réseaux de services, qui est pour les réseaux de recherche, à rehausser leurs propres compétences à mieux communiquer. Alors ça, c'est mon dada depuis 2008 à peu près, où je travaille beaucoup avec des milieux à rehausser leurs compétences, à mieux communiquer. Et c'est un peu ça aujourd'hui, mon message auprès de vous. Alors, c'est les questions à se poser. Là aussi, c'est des questions qu'on doit se poser, entre autres quand on veut écrire, rédiger en langage clair pour que tout le monde comprenne, ou la plus grande majorité. Il y a des gens qui auront toujours besoin d'accompagnement. Même si on fera le meilleur, le plus simple, le plus clair, il y a des gens qui auront besoin d'accompagnement. Mais pour un grand groupe,
On pourrait être plus clair dans nos textes, entre autres, mieux connaître notre public cible. Quand je prépare un formulaire de consentement, c'est pour qui? Qui est-il, ses besoins, etc. Ou ça, c'est en général, là, les points. Comment je veux concevoir le contenu? Euh, je le conçois en essayant de chercher les meilleures pratiques. Natalina nous en a donné, Alexandra va nous en donner, moi je vous en donné un petit peu tout à l'heure, réviser, améliorer, plus le faire le plus possible avec les personnes elles-mêmes pour être sûr qu'on choisit les bons mots, les bonnes images, quelque chose qui est bien compris par eux. Valider votre contenu, le faire valider parfois par des tests numériques de lisibilité qui existent, tests avec les publics cibles et remettre le travail sur et le retravailler pour l'améliorer. Des outils utiles. Bon, j'ai eu la chance de travailler avec Santé publique France. Ils sont venus, à cause des travaux que je faisais avec des collègues, ils sont venus me chercher pour travailler à développer un guide de communication. Eux, c'est pour la santé publique, mais on l'a élargi à tous les publics. Alors, il est disponible gratuitement en ligne, alors vous allez y avoir accès. Dans un projet de recherche, on a aussi développé un site qui s'appelle Info Accessible, où vous avez du matériel, des listes de vérification, des exemples de bonnes pratiques. L'objectif, c'était de développer du matériel en soutien au milieu, aux services, aux intervenants pour que leur matériel soit plus accessible à tout le monde. Je vous mets aussi le lien de Scholarius, qui est c'est un outil qui évalue le niveau de lisibilité. Il va vous dire que ce texte-là est conçu et qu'on pourrait être compris par des universitaires, par exemple, à un niveau universitaire, un autre collégial, secondaire. C'est pas magique dans le sens que il y a d'autres façons de venir évaluer, mais c'est un autre outil dans votre bagage que vous pouvez utiliser et idéalement, ça devrait être compris par fin primaire, début secondaire, si vous voulez rendre votre document accessible. Il y a aussi une norme internationale ISO en langage clair qui a été officiellement lancée en juin 2023 et je vous ai parlé de la première norme canadienne en langage clair qui est à venir. Est-ce qu'il me reste du temps? Ça fait 12 minutes, je ne suis pas pire, j'arrive. Alors, quelques éléments, Natalina en a présenté. Peut-être ici, moi, c'est plus au niveau de la compréhension, solliciter les personnes, donc s'adresser directement aux personnes au lieu de dire le centre de recherche sollicite des participants. Ben, nous vous sollicitons. Donc, on est déjà plus en communication directe. Donc, éviter les formulations neutres, passives, l'infinitif, donc être plus actif. Hein? Nous allons collecter les données, non pas le mettre de façon neutre ou passive. Organisez bien. Tout à l'heure, Nathalie a parlé de titres courts. Moi, au niveau de la compréhension, c'est des titres explicites pour bien organiser l'information avec un sujet par paragraphe. Présenter l'information au lieu dans un texte de un paragraphe d'à peu près 15 lignes. Mettez l'information clé sous forme de points pour que les gens puissent suivre davantage, des phrases courtes, des mots connus par le public cible, des illustrations, pas n'importe quelles. Nathalie nous a dit pas de les taguer, mais de les identifier pour que les lecteurs d'écran puissent les nommer. Mais en plus, il faut avoir une image qui a du sens. Une image que les gens ne comprennent pas, ça peut mélanger plus que d'autres choses. Pas parce qu'on met une image que c'est mieux. Si on la met, qui est pertinente, qui est associée au texte qu'on vient de donner, ça a du bon sens. Et ensuite, mettre l'évidence. Bon, tout à l'heure, Nathalie n'a pas d'utiliser, le souligner, et tout ça, ça va. Nous, OK, pour les personnes qui peuvent être capables de lire et tout ça, on suggère le gras, mais ce qu'on pourra ajouter, peut-être, c'est des petites étoiles pour que ce soit visible pour les personnes qui ont des difficultés au niveau visuel. Alors, ça ne veut plus avancer. OK, 2 exemples, puis ensuite j'ai terminé. Ici, juste pour vous dire, c'est juste pour vous montrer rapidement. Tout à l'heure, Alexandra va vous en présenter des mieux que ça. Et vous voyez, titre,
responsable, objectif. Quel est votre rôle? Hein? C'est quel est votre rôle? Comment se passe la validation? Combien de temps durera le projet? Voyez des titres explicites, clairs, que les gens, en lisant, peuvent comprendre davantage. Et je pense que sur ça, je vais le laisser parce que celle avec des images, je sais que Alexandra en aura, fait que je vais mieux laisser ma place pour que Alexandra ait du temps. Alors, si vous avez des questions, tout à l'heure, je serai contente et après 13 heures, je demeure libre, je pourrai vous parler. Merci. Merci, Madame Ruel. Je retiens deux choses. Premièrement, joyeux anniversaire. Puis aussi, je retiens que la responsabilité là, dans la communication, de se comprendre, c'est pas, dans le fond, c'est les deux parties qui sont responsables. Puis qu'en tant qu'émetteur de la communication, il ne faut pas non plus sous-estimer notre rôle. Maintenant, je vais inviter la troisième et dernière. Non, je serais plus claire que ça. Moi, c'est pas Ah, la responsabilité, ça nous appartient de oui, rendre le document clair. tout à fait. Merci d'avoir rectifié immédiatement. Je vais inviter notre troisième et dernière conférencière à prendre la parole. Il s'agit de Mme Alexandra Tessier qui abordera notre thème sur l'accessibilité des formulaires de consentement, mais sous l'angle de... Ah, vous avez déjà la présentation, donc pour les personnes vivant avec des situations de handicap liées à la communication. À vous, Donc, Alexandra. ouais, merci, bonjour tout le monde. D'abord, merci de m'avoir invité. C'est un peu stressant parce que je pense pas que je suis la plus grande des expertes, mais je le fais. Merci aussi parce que ça m'a donné l'opportunité de réviser les écrits scientifiques sur le sujet pour essayer de baquer mes pratiques que des fois on finit par faire par habitude, mais de les remettre en perspective avec les différents écrits scientifiques sur le sujet. Fait que, merci beaucoup. J'espère pouvoir partager cela avec vous. Donc, première chose que je vais vous dire, c'est que, bon, les diapos vont être disponibles, que toutes mes références sont à la fin. Et aussi que j'ai concentré la présentation vraiment sur les handicaps liés à la communication. Donc, c'est cette littérature-là que j'ai revue. J'en ai plus sur les personnes sourdes, sur les personnes qui vivent avec une aphasie. C'est intéressant, j'ai commencé à chercher pour le trouble développemental du langage, au trouble du langage. Puis finalement, c'était souvent de rediriger vers, vu que les recherches sont plus souvent avec des enfants, comment faire pour gérer le consentement avec les parents. Fait que je me suis comme arrêtée là, puis j'ai gardé la lunette aphasie, surdité, tout ça, mais qui est trouble de communication plus at large ou handicap communicationnel psychomaman. Donc voilà pour la petite mise en contexte. Alors, donc, je disais la présentation en plusieurs parties. D'abord, les conseils généraux plus à effectuer. Mon chat va venir me voir quand je parle, c'est ça qui vient. Les personnes avec qui je collabore, là, je reconnais des visages, sont habituées de l'avoir. Donc, avant le consentement, dans le fond, il y a plusieurs choses qu'on peut d'abord mettre en place avant même d'envoyer un formulaire de consentement, avant même de rencontrer la personne. La première chose à faire, en fait, c'est de vérifier les besoins communicationnels. Si on sait qu'on va recruter ou travailler avec des personnes qui peuvent avoir des difficultés liées à la communication, de voir, ben, eux et elles, c'est quoi les enjeux, si on a facilité à comprendre, c'est juste l'expression, c'est la compréhension. Donc, d'aller voir avec cette personne-là pour un peu cibler le niveau de soutien qui pourrait être nécessaire pour ensuite lui offrir un formulaire de consentement qui est accessible et qui répond à ses besoins. Donc, aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même différents niveaux qui peut être quelque chose qui peut aider une personne, peut ne pas aider une autre personne. Donc, de vraiment voir c'est qui la personne qu'on a devant nous pour pouvoir lui offrir le consentement ou le processus de consentement le plus inclusif et accessible qui soit. Et un qui va revenir, en fait, c'est de laisser du temps. Donc, quand on parle à la personne, juste de laisser du temps dans tout le processus de consentement, pas la rencontrer, bing bang, le formulaire, signe, voilà, c'est parti. Donc, de pouvoir laisser la personne réfléchir, s'assurer qu'elle comprend bien, peut-être aller parler à ses proches pour voir si cette personne, si aller demander l'avis de proches avant de commencer à participer. Donc, pendant le consentement, encore la question de laisser du temps, puis je vais le répéter parce que c'est très important. L'autre point, c'est d'utiliser une communication adaptée. Donc, on peut vouloir utiliser des stratégies de communication, comme par exemple d'utiliser l'écrit, des mots-clés, du support visuel. Si vous travaillez, par exemple, avec des personnes qui vivent avec une aphasie, ça peut être intéressant d'aller voir des orthophonistes de vos milieux ou de vous former vous-même à une communication inclusive. Là. Donc, il y a des formations qui existent pour ça. Ça peut être fait en 4-5 heures. Donc, mais il faut vraiment adapter votre communication parce que, comme le disait Julie, comme l'a répété Kate, on a notre responsabilité à nous d'une bonne communication. C'est pas
pas juste à la personne de s'améliorer pour bien nous comprendre, c'est à nous de mettre tous les dispositifs en place. Donc, une des premières choses qu'on doit faire aussi, c'est de vérifier avec la personne comment est-ce qu'elle va nous dire oui, non, je ne sais pas, est-ce qu'elle utilise des gestes, est-ce qu'elle pointe sur un tableau de communication pour qu'on puisse s'assurer qu'on soit sur la même longueur d'onde tout au long du processus. Sinon aussi, c'est de vérifier auprès de la personne son niveau de confort par rapport à notre capacité à nous, comme personne chercheuse ou comme personnel de recherche, à communiquer avec elle. Est-ce qu'elle sent confiante qu'on va être bien capable d'interagir ensemble, qu'elle va bien être comprise? On peut lui demander aussi d'indiquer sa compréhension, sa perception de notre propre compréhension à nous de sa communication. Par exemple, il y a des personnes qui peuvent avoir une dysarthrie, des fois, on peut demander répéter. Bon, est-ce que tu es confiante que je vais bien te comprendre? Oui, non. Il faut vraiment évaluer si la relation est bonne, si on va pouvoir bien évaluer le consentement. Finalement, une autre recommandation, c'est de vérifier la compréhension tout de suite après l'explication d'éléments cruciaux, plutôt qu'à d'attendre la fin pour s'assurer que les éléments les plus importants, au fur et à mesure, on les explique, on vérifie si c'est bien compris ou on réexplique aux besoins pour s'assurer du consentement de l'ensemble des éléments auxquels la personne doit consentir. Tu vas dire, c'est bon, tu comprends, oui, signe, chacun. Non, c'est des fois qu'il faut aller revérifier certains éléments. Non, après le consentement, puis Natalina l'a dit, je pense, dans la première présentation, c'est un processus continu. Donc, c'est de continuer à s'assurer tout au long de l'étude, même si la personne a signé le formulaire de consentement, qu'elle est à l'aise, d'être sensible aux signaux qui pourraient nous faire croire que la personne, oups, elle ne s'attendait pas à ça finalement, est-ce qu'elle est bien à l'aise de poursuivre ou si c'était pas de changer le consentement pour mettre en œuvre le droit de retrait s'il y a lieu, puis s'assurer que son consentement demeure tout au long de l'étude. Donc, en gros, je répète, prévoir plus de temps, je pense que c'est très important. Maintenant, je vais vous partager des conseils pratiques pour faciliter la compréhension de l'écrit. Donc, Julie en a partagé aussi, mais là, j'avais envie d'aller avec vous dans un formulaire de consentement et de les réviser ou d'emmener des nouveaux points. Alors, ici, j'ai un formulaire de consentement qu'on a produit pour un de nos projets de recherche. Donc, on a le visage de Philippe ici, qui est le chercheur principal. Donc, on a essayé de mettre tout le nom de tous les chercheurs avec une photo pour pas alourdir le formulaire dans ce cas-ci. Donc, je vais aller dans une section un petit peu plus complexe. Par exemple, ici, le préambule de la recherche. Donc, Julie l'a bien dit, donc, de simplifier les termes pour faciliter la compréhension de l'écrit, donc d'utiliser des phrases plus courtes, de mettre juste l'info saillante, l'information la plus importante. On peut même faire des listes de points ici, on voit comme des phrases une après les autres. Puis de privilégier un temps de verbe actif versus un temps de verbe passif, qui est plus compliqué à comprendre. Donc, on voit ici, on veut savoir si vous voulez participer à un projet de recherche. Prenez le temps nécessaire pour lire le formulaire. N'hésitez pas à poser vos questions. Une des recommandations aussi dans la littérature, c'est de suivre l'usage des majuscules selon les règles grammaticales. Fait que c'est pas en mettant tout un mot majuscule qu'on va mettre l'exerce sur quelque chose. Ensuite, la taille de police. Donc, ça, c'est revenu dans nos 3 présentations. On propose une taille de police de 12 minimum, ou plus grande que 12. D'utiliser une type de police sans empattement. Donc, ici, on voit Arial, qui est aussi verdonnant. Donc, ça répond aussi aux recommandations que Natalina nous a partagées au début de la séance. Donc, c'est plus facile à lire aussi. Une autre des recommandations qui est sortie des écrits scientifiques, c'est intéressant parce que ça recoupe les enjeux de littératie, le handicap communicationnel, handicap sur le plan de la vision, c'est aussi d'avoir plus d'espace dans le document. Donc, on voit ici qu'on essaie de aérer, j'ai pas tout collé le texte. Donc, on recommande un minimum d'interligne de 1,5, voire double interligne, et aussi de laisser le document respirer. Donc, de laisser l'espace entre les sections. On recommande aussi un alignement vers la gauche. Finalement, pour ce qui est, c'est ça, des pictogrammes ou des images, vous avez sûrement des commentaires sur ce que je vous montre ici, donc ça peut toujours être amélioré, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une image qui est significative, qui vient aider le propos de la phrase. Ici, pour ce qui est de l'image, il y a une étude qui montre que, en fait, c'est pas significativement mieux compris avec les images pour les personnes qui vivent avec une aphasie, sauf que de façon générale, c'est mieux compris, puis
l'échantillon était de 9 personnes participantes. On peut penser que si on avait une plus grosse taille d'échantillon, effectivement, les images, les pictogrammes, ça a l'air de s'enligner vers quelque chose qui peut aider la compréhension. Donc, si ça ne nuit pas, moi, j'aurais tendance à les ajouter. J'avais envie de partager avec vous un truc peut-être pratico-pratique que moi, j'ai fait pour les images ici. Je fonctionne avec des tableaux. Évidemment, là, ok, c'est ça. Pour les insérer puis pouvoir contrôler mon texte et mes images. Là. Donc, je fais un tableau dans lequel j'écris, puis d'un côté, j'ai mon écriture, puis de l'autre côté, j'ai mes images, puis ça fonctionne tout pas mal comme ça par tableau, puis je fais disparaître les lignes par la suite. Je reviens à ma présentation. Maintenant, OK. Ça, c'est la diapositive, pour que vous ayez les trucs écrits quand vous allez recevoir le PowerPoint. D'autres propositions aussi que j'ai vues dans la littérature sur le sujet, c'est notamment de proposer peut-être de tenir une version audio du FIC, donc d'envoyer juste quelqu'un qui lit le formulaire de consentement pour aider peut-être le soutien à la lecture ou la bonne compréhension, ou de proposer de le lire à voix haute à la personne, plutôt que la personne le lise toute seule. Ça peut être quelque chose qui peut être soutenant. Aussi, une autre chose qui était suggérée, c'est d'ajouter une ou des vidéos des procédures. Donc, si c'est quelque chose qui, dans votre recherche, c'est très visible, qu'est-ce que vous avez à faire avec la personne, ça peut être aidant de proposer une vidéo dans laquelle on voit quelle procédure va être utilisée. Comme ça, la personne a sait clairement ce à quoi elle va participer dans le projet de recherche. Finalement, ça a été aussi dit dans les précédentes présentations, mais d'utiliser un vérificateur d'accessibilité du texte pour voir si c'est bien compris. Ça permet aussi souvent de voir si vous n'avez pas oublié la description des images. Sinon, il y a des conseils typiques pour les personnes sourdes qui utilisent une langue signée. La première, en fait, qui est incontournable, c'est de traduire le formulaire de consentement en langue des signes, donc soit en langue des signes québécoise, en ASQ ou en American Sign Language, si c'est le cas, parce que la langue des signes, c'est une langue à part entière. Fait que le français, ça peut être comme une deuxième langue, puis le niveau de compréhension d'un français écrit peut être très variable dans la population sourde. Donc, l'utilisation de leur langue première pour présenter le consentement est vraiment incontournable. Donc, l'idéal, en fait, c'est de faire traduire le formulaire de consentement section par section. Donc, par exemple, d'avoir une vidéo nature de la participation, une vidéo déroulement de la recherche ou indemnité, tout ça. Comme ça, la personne peut cliquer sur la vidéo. Ça réfère aux sections, en fait. Au lieu d'écouter une très longue vidéo, elle peut aller voir chaque section et cliquer dessus. L'avantage de faire traduire le formulaire de consentement à l'avance, plutôt que d'utiliser un interprète, par exemple, en direct, c'est que les interprètes vont pouvoir se consulter entre eux et elles pour aller bien traduire la terminologie qui peut être plus rare dans nos processus de consentement, puis avoir peut-être le meilleur signe pour traduire notre idée versus l'interprète qui doit traduire sur le coup ce qu'on est en train de dire. C'est important aussi dans la nature des données de préciser comment la nature de la participation, puis comment est-ce qu'on va traiter les données. Par exemple, si la personne communique en langue des signes avec nous, puis qu'on fait une entrevue, est-ce qu'on va traduire le verbatim de l'interprète qui est là sur le coup, ou un interprète va regarder la personne qui signe et va le traduire à l'écrit? Parce que ça peut être un enjeu pour certaines personnes. Il y a des chiffres flottants, puis je ne les ai pas trouvés. Les personnes avec qui je suis communiquée ne les ont pas, mais on supposerait que il y aurait 30 d'écart entre la traduction de l'interprète qui traduit sur le coup, puis un interprète qui traduit les signes. Donc, il n'y a pas nécessairement de bonne solution. Puis, est-ce qu'en analyse de contenu, il y aurait vraiment une différence? Mais l'idée ici, c'est que la personne source sache comment on va la traduire. Est-ce que c'est une interprète qui traduit sur le coup, c'est elle qu'on traduit son verbatim, ou elle va s'arrêter, prendre le temps de traduire à l'écrit. Puis sinon, juste des conseils pratiques. Vous avez peut-être vu ça dans les médias, mais il y a des pénuries d'interprètes en ce moment en langue des signes québécoise, donc ça peut être vraiment compliqué. Donc, réservez à l'avance, si vous pouvez, votre interprète, puis prévoir au moins deux interprètes si vous planifiez une durée plus longue de 1h15 parce qu'il faut changer d'interprète dans ce temps. Et finalement, fournir le formulaire de consentement à l'avance avant d'avoir rencontré la personne pour qu'elle puisse en prendre connaissance. Si vous avez des ressources pratiques, donc pour trouver des pictogrammes ou même les créer vous-même, Autodrop fait comme essayer de dessiner quelque chose qui devine ce que vous avez dessiné puis vous propose plusieurs pictogrammes, donc ça peut être utile. Ou sinon des services d'interprétation ici en LSQ.
Donc, voilà, c'est tout pour moi. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'écrire, les poser maintenant. Merci. Merci. Merci beaucoup, Alexandra. Je retiens là, quelque chose qui résonne beaucoup avec nos pratiques en éthique. Là, un de tes messages clés, c'est de laisser le temps. Fait que c'est autant bon pour la communication que même juste pour le processus de consentement là, en général. Puis un autre élément aussi qui peut paraître choquant, c'est quand tu nous dis qu'il faut laisser de l'espace. Puis dans la conception commune, c'est qu'un formulaire plus court, c'est mieux, mais au contraire, je pense qu'un formulaire plus long, parce qu'il est bien conçu et bien espacé, pourrait favoriser la compréhension, là. Fait que je pense que l'exemple démontré appuie à ce point-là. Je sais qu'il reste seulement 8 minutes là, avant le 13h, mais comme on vous disait, on est disponible là, s'il y en a qui veulent rester un petit peu plus avec nous, ça va nous faire plaisir. Vous pouvez lever la main virtuelle ou poser la question dans le chat, c'est ouvert. On est, on est tout oui. Oui, bonjour Stéphano. Oui, bonjour. Je brise la glace avec une question. Enfin, euh, je mets des pictos des fois, dans mes consentements, etc. Puis, je travaille avec une population adolescente parfois. Et ce que Alexandra, tu viens de dire par rapport à inclure les vidéos, je trouvais ça particulièrement intéressant. Est-ce que vous avez des conseils pratico-pratiques après tu sais, la vidéo, elle est où? Est-ce qu'il clique? Est-ce qu'il doit y avoir un bout de papier pareil? Est-ce que papier, c'est juste la signature? J'ai comme plein de questions qui, tout d'un coup, parce que j'ai déjà pensé à plusieurs reprises de mettre des vidéos, mais finalement, j'ai trouvé ça bien compliqué. Puis j'ai dit, ah ben, je simplifie le formulaire de consentement, mais partant du gabarit bon élève, je pars du gabarit puis je le transforme, parce que la vidéo, ça m'amène totalement ailleurs, quelque part. Et je vais la question de, tu sais, ça serait intégré comment vous faites, par exemple, en langue des signes? Est-ce que c'est vraiment pratico-pratique? Il clique où pour voir la vidéo? Ou est-ce que tu te promènes avec une tablette? Voilà. Je vais être super plate, Stéphano, parce que je ne l'ai jamais fait la vidéo. C'est une découverte de mes lectures. Donc, ce webinaire m'a aussi permis d'apprendre. Donc, il n'y avait pas vraiment de recommandations plus que, hey, nous vous suggérons de faire des vidéos là, plus pratiques que faites-le. Fait que j'ai quasiment le goût de poser la question à Kate. Qu'est-ce que le CER va trouver adéquat comme gestion de la vidéo? Ouais, je vois dans le chat, c'est un code QR pour accéder à la vidéo sur le formulaire que quelqu'un propose. Donc, j'ai pas de. Je l'ai pas essayé. Fait qu'il n'y a pas de partage à Est-ce qu'on faire. peut être créatif, Kate, ou est-ce qu'il y a des règles très strictes? Moi, je ne vais pas me prononcer pour tous les comités d'éthique, mais certainement de ce que je connais de la culture du comité d'éthique en réadaptation, on a une ouverture à différentes modalités. Puis, je pense que ultimement, votre objectif quand vous proposez ça, c'est de servir la communication puis favoriser la compréhension. Donc, je vois mal comment on peut être contre ça parce qu'au point de vue éthique, quand on y arrive bien, on est en train de respecter les participants. Puis c'est un de nos principes forts là, en éthique de la recherche. Donc, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de règles strictes à ce sujet-là. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions sur le même sujet ou qui peut nous amener ailleurs? Gênez-vous pas. Je vais me permettre une intervention. J'ai levé ma main, mais je ne suis pas sûre si tu l'as vu, Kate. Premièrement, j'ai écrit dans le chat, merci à nos 3 expertes. Je pense que des fois, on a peut-être peur de s'afficher et je vous dirais que les femmes font beaucoup ça. Les hommes aussi peut-être, mais je pense qu'on a tendance à pas vouloir reconnaître. Donc, moi, je pense que c'est important de voir que, bien sûr, il y a de l'expertise qu'on a entendue aujourd'hui. Puis, je reprendrai la phrase là, de Walter Wittich qui fait partie là, du comité d'orientation de la recherche du CRIR
Et Walter nous dit toujours, like, we have to lead the way. C'est à nous de l'ouvrir ce chemin-là, puis de prendre notre responsabilité. Alors, je vous remercie parce que vous nous inspirez à être des modèles dans ce contexte-là. Et je pense que ce que j'aime de la présentation aujourd'hui, c'est qu'on a tous l'impression d'avoir appris quelque chose. Puis même vous, en le faisant, vous avez continué d'apprendre. Alors, vraiment, j'apprécie beaucoup. On a eu beaucoup d'inscriptions et je pense que ce webinaire-là va continuer de faire du chemin. Puis pour moi, c'est comme un début. Je vous remercie beaucoup. Merci, Claudine. Je peux laisser la chance aux gens d'intervenir. Oui, Philippe. Pour les pictos, écoute, très, très pratique. Où on les trouve? Je ne sais pas si peut-être tu le Oui. dis, mais est-ce qu'on les Google ou est-ce qu'il y a des Ouais. endroits est-ce qu'il y a comme des standards qui existent ou. Il y a pas de standard à ma connaissance. Hmm. Dans mon PowerPoint, j'ai donné des ressources, dont il y en a une que je dois remercier Carole. Là, j'ai vu qu'elle était là tantôt, je ne sais pas si elle est encore là, mais c'est Carole. Ah, bon, il y a Stéphano en partage une Je autre. suis encore là. OK. Encore là, donc à Rassac, c'est Carole qui m'avait poussé sur cette ressource-là, qui a beaucoup de pictogrammes puis que tu peux chercher. C'est sûr qu'il y a tous les pictogrammes de la Fagia Institute, mais que c'est du matériel payant, mais qui ont été utilisés en aphasie beaucoup, là, mais qui avaient même pour le consentement en ergo dans les soins de santé, puis ça. Mais moi, je ne suis pas au courant de standards. Je pense que Mhm. l'idée, c'est vraiment d'avoir une image évocatrice le plus possible. Puis, j'en ai pas parlé de ma présentation, mais moi, j'ai tendance à faire du bricolage. Fait que des fois, je trouve un picto, puis j'ai envie qu'il y ait autre chose. Fait que là, je viens jouer avec pour ajouter quelque chose d'eux ensemble pour avoir une image qui est plus parlante. Là. Fait que des fois, je m'en vais dans PowerPoint, la gosse dans PowerPoint, puis je reviens. J'aimerais ça être graphiste souvent. Je pense que- mais j'ai pas ces talents-là. Mais des fois, je fais du bricolage pour avoir une image qui me semble plus parlante de ce que je veux Approprié. illustrer. Ouais. Mais Mhm. une des plus grandes consignes par rapport à l'utilisation de tout ce qui est visuel, là, c'est vraiment de vérifier avec les publics pour voir quel sens ça a pour eux. On avait fait dans un projet de recherche, nous, on avait utilisé une image, en tout cas pour un concept de confidentialité et tout ça, puis il y en avait un qui avait pris peur parce que ça lui faisait penser à une prison. Alors, le bon, nous, on pensait que c'était tout à fait correct, mais ça ne l'était pas et de continuer à l'associer autant qu'on peut avec le terme, parce qu'une image peut valoir, vouloir dire 1000 mots, MAUX parfois plus que MOTS, mais au moins si on l'associe avec le terme avec lequel le sens qu'il a, ça dirige, ça oriente le sens. Donc, à la fois une image qui est socialement euh, acceptable pour les groupes cibles et ensuite d'avoir aussi d'associer un sens avec l'image. Et en France, il y a un groupe qui ont travaillé sur des normes, des pictos, et ils ont une genre de norme j'ai déjà été vérifiée, mais là, je ne peux pas vous le dire. Et moi, j'aurais comme une idée. Je me dis, vous êtes beaucoup de centres de recherche ou comme le CRIR ou autres. Alors, ça serait peut-être intéressant que vous vous joigniez tous et dire quel picton on pourrait développer pour signifier recherche, quel picton on pourrait développer pour signifier chercheur, pour désigner participant, entretien. Parce que si tout le monde utilisait le même, de la même façon, on sait qu'un point d'interrogation veut dire information et tout ça, mais les gens s'habitueraient et développeraient une connaissance et ça deviendrait plus facile à ce niveau-là. Fait que, puis je dis la même recommandation quand je vais dans des villes, je mets tout le monde a des ressources humaines, tout le monde a des taxes, tout le monde a la voirie. Pourquoi qu'on ne travaille pas ensemble à développer un picto qu'on pourrait utiliser et généraliser au niveau d'une population un peu plus large? Fait que je vous dis juste ça de même. C'est un beau petit projet de recherche, ça, là.
Tout à fait. Puis j'en profite là, pour dire, il y a un commentaire dans le chat qui est intéressant pour le consentement aux soins. Ils ont à faire valider les documents par l'équipe juridique, puis le texte qui est fourni est complexe. Fait que ça pourrait être intéressant qu'effectivement les personnes de ces départements-là aient accès à de l'information comme on a eu aujourd'hui. Je vois que le temps est pas mal terminé, fait que je peux peut-être, Virginia, est-ce que c'était toi ou moi qui concluait? Mais tu peux faire une petite conclusion et moi, je vais juste finir aussi avec. Bien, déjà, merci aux personnes là, qui se sont inscrites au webinaire. Là. On espère que ça a répondu aux attentes. Puis, merci pour votre participation, merci pour votre écoute. Puis, merci surtout à nos 3 conférencières invitées là, qui nous ont fourni des informations de qualité et fort pertinentes là, pour les enjeux qui avaient été soulevés et qui étaient le thème de notre webinaire, soit d'avoir des formulaires plus accessibles pour la recherche. Alors, merci beaucoup, Kate. Vous nous avez vraiment beaucoup. Merci de votre animation. Vous nous avez éclairé aussi. Et je veux aussi remercier nos 3 chercheuses qui nous ont vraiment donné quelque chose de remarquable et captivant. En tout cas, moi, j'ai appris énormément de choses. Et voilà, je vous rappelle que les PowerPoint vont être disponibles dans le site SharePoint. Et ou bien vous pouvez m'écrire, comme ça je peux vous faire parvenir le PowerPoint ou l'enregistrement de ce webinaire. Merci beaucoup, ça a été vraiment un plaisir. Merci à toutes et à tous. Bonne journée. Merci, bonne journée. Merci.